Aujourd'hui, dimanche 8 avril 2018, vous êtes bien scotché sur votre radio préférée, la radio Gadek Betawe FM 88.5, et vous suivez votre émission préférée Betawe Actualité. À la présentation, M. Keba Kebe, habitant du quartier Kanevetan, et M. Seydou Diop à la cabine technique. Alors, comme convenu, aujourd'hui, nous avons un invité de taille, M. Amadi Gangue, quelqu'un qu'on ne présente plus à Tambacounda. En tout cas, il s'exerce dans le domaine du développement. Alors, M. Amadi Gangue de Action Aid Sénégal est le coordonnateur régional au niveau de Tambacounda, mais aussi il est consultant en ingénierie sociale, formateur en SARAR FAST, hygiène, assainissement, mais aussi champion en méthodologie avec, c'est-à-dire association villageoise d'épargne et de crédit. Alors, avec M. Amadi Gangue, nous allons discuter donc du programme de développement de Action Aid, mais aussi du projet AFD Bamtal Réobé, le projet agroécologie résilience, mais aussi le projet GAFS FAO, le projet sur les directives volontaires. Alors, bien entendu, si le temps nous le permet, nous pouvons aborder d'autres questions, mais c'est des questions de l'heure, à savoir l'immigration, la présidentielle de 2019, qu'est-ce qu'il en pense, mais aussi la condamnation du maire de Dakar. Bonjour, M. Amadi Gangue. Bonjour, M. Kebe. Merci d'être venu à Gadek Betawe FM. Alors, notre première question, comme d'habitude, qui est M. Amadi Gangue? Merci, M. Kebe. Amadi Gangue, c'est un travailleur social de formation qui a fait ses humanités au lycée technique André Fétavin de Saint-Louis et ensuite au lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis pour ensuite aller vers l'université de Dakar. Et ensuite, j'ai fréquenté l'école nationale des travailleurs sociaux et spécialisés de Dakar, d'où je suis sorti major de ma promotion. Et depuis lors, j'exerce dans le champ de développement, d'abord en tant que consultant, mais ensuite en tant que cadre d'ONG au niveau de World Vision Sénégal et actuellement au niveau de Action Aid Sénégal. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à travailler au niveau de Action Aid Sénégal, donc c'est-à-dire dans le secteur privé? Oui, ce qui m'a poussé à travailler à Action Aid Sénégal, parce que Action Aid est une ONG d'envergure internationale. Action Aid Sénégal fait partie d'une fédération de 45 pays à travers le monde qui partagent les mêmes valeurs, la même vision, la même mission. Donc c'est suite à cela que vraiment en se renseignant sur Action Aid Sénégal et en regardant les offres d'emploi et le plan de carrière qu'il y a là-bas, donc c'est dans ce cadre que je suis venu à Action Aid Sénégal en 2015. Alors, vous êtes également consultant en ingénierie sociale. C'est quoi, au juste? Oui, c'est tout ce qui touche les questions sociales. N'oubliez pas que dans ma formation initiale, je suis travailleur social de formation, option organisation communautaire. Donc tout ce qui touche les questions sociales m'intéresse au premier niveau. Et ensuite, j'ai été forgé dans la consultance pendant de très longues années, pratiquement pendant que 10 ans, j'ai été consultant. Et donc, étant donné que j'ai une spécialisation en organisation communautaire, c'est pourquoi donc je me suis investi dans les questions d'ingénierie sociale. Est-ce que jusqu'à présent vous exercez en fait le métier de consultant présentement ici à Tambacounda? Malheureusement, depuis 2015, quand j'ai intégré Action Aid Sénégal, je n'ai plus le temps de faire la consultance. Donc ma dernière consultance date de 2015, de mars 2015, avant que je n'intègre Action Aid Sénégal. Parce que figurez-vous pour que ma dernière consultation, c'est avec le PUDC, c'est quand on mettait en place le PUDC
Donc j'ai été recruté par le PNUD pour un peu faire la cartographie des besoins au niveau de 3 régions, la région de Fatick, la région de Kaolack et la région de Kaffrine. Donc, mais depuis lors, quand j'ai intégré Actionnaire en juin 2015, malheureusement, je n'ai plus le temps de me consacrer à la consultance. Est-ce que réellement au Sénégal, la consultance nourrit son homme? Effectivement, ça nourrit bien son homme. Ça dépend aussi du niveau où on est. Parce que vous savez, les consultants, il y a les consultants juniors, il y a les consultants seniors. Mais aussi, ce qui importe dans la consultance, c'est d'être connu, mais également de savoir bien faire son travail. Donc, c'est ça le secret. Mais la consultance, ça nourrit bien son homme. Alors, à vous entendre parler, on dirait que la consultance, en fait, est fastidieuse, c'est-à-dire vous prend énormément de temps. Bon, effectivement, c'est compte tenu aussi des mandats qui sont confiés aux consultants. Mais c'est un métier quand même qui demande un peu de temps, mais aussi qui demande vraiment beaucoup d'engagement. Voilà, parce que c'est des choses qui sont confiées à une personne pour faire un travail bien déterminé. Donc il faut consacrer à cela un temps nécessaire, mais aussi y consacrer tout son engagement pour que le travail puisse être bien fait et pour que la commande puisse être respectée. Alors, vous êtes aussi formateur en Sarar Fast. C'est quoi? Sarar Fast, c'est une méthode axée sur l'hygiène et l'assainissement. Pour votre information, après l'École nationale des travailleurs sociaux et spécialisés, donc j'ai intégré le PACPUD. Le PACPUD, c'est le programme d'amélioration des quartiers périurbains de Dakar, où j'ai reçu une formation des formateurs en Sarar Fast. La méthodologie Sarar Fast, c'est lié à l'hygiène et l'assainissement pour un peu une meilleure prise en charge du péril fécal. Et aussi, par exemple, si vous prenez FAST, c'est en anglais, c'est Participatory Hygiene and Sanitation Transformation, c'est-à-dire c'est la participation à l'amélioration de l'hygiène et de l'assainissement. Donc depuis 2004, donc, je suis expert dans ce domaine et que j'ai beaucoup pratiqué dans le cadre du projet PACPUD pendant 3 bonnes années. Et ensuite, à la suite de cela, quand j'ai intégré World Vision, mon premier poste, c'était le chargé du renforcement des capacités et du partenariat avec les communautés dans un projet qui s'appelait Facilité Eau, qui était basé sur l'hygiène et l'assainissement. Et c'est dans ce cadre que j'ai eu à former plusieurs facilitateurs de santé communautaire à travers toutes les bases de World Vision, c'est-à-dire Fatick, Kaffrine, Bambey, Vélingara, Kolda et Koungheul. Donc j'ai eu à former plus d'une 50aine de facilitateurs en santé communautaire dans le domaine de l'hygiène et de l'assainissement. Alors, comme vous êtes expert en Sarar Fast, alors qu'est-ce que vous avez eu à faire concrètement avec la communauté de Tambacounda? En ce sens, bien entendu. Quand j'étais à World Vision, on intervenait dans plusieurs zones et dans ce domaine, on a eu à faire des latrines au niveau des écoles élémentaires, mais aussi on a eu à faire aussi ce qu'on appelle des toilettes à chasse manuelle au niveau des concessions, des ménages. Mais malheureusement, Action Aid n'intervient pas dans le domaine de l'hygiène et l'assainissement. C'est pourquoi aussi, j'ai pas pratiqué l'hygiène et l'assainissement au niveau de mon actuel ONG, Actionnaire, parce qu'Actionnaire n'intervient pas dans ce domaine. Au niveau d'Actionnaire, on est dans la sécurité alimentaire. Ok. Alors, je rappelle également que vous êtes champion en méthodologie avec. C'est quoi, au juste? Avec, c'est une méthodologie qui est essentiellement basée sur l'épargne. Et comme le sigle l'indique, c'est Association villageoise d'épargne et de crédit, et qu'on appelle aussi communément des
GEC, c'est-à-dire des groupes d'épargne et de crédit, et qui permettent vraiment d'améliorer substantiellement les conditions économiques des femmes. C'est une méthode qui est très simple, hein, qui est essentiellement donc basée sur l'épargne. À travers, donc, on organise les femmes en groupement de 25 femmes et qui chaque semaine se retrouvent, procèdent à l'épargne et chaque mois se font du crédit entre elles-mêmes. Donc c'est une méthode de résilience qui permet vraiment de développer la capacité d'autofinancement des femmes, mais aussi d'inculquer la culture d'épargne au niveau de ces groupements de femmes. Alors, la dénomination également me pose problème, champion, pourquoi pas formateur? Mais on vous dit champion. Oui, champion parce que les gens qui sont spécialisés dans la méthode avec, ils ne sont pas nombreux. Et donc, ceux qui sont vraiment spécialisés dans ça, on les appelle champions. Parce que quand on dit champion, c'est quelqu'un vraiment qui est un spécialiste, qui est un expert dans ce domaine. Et ce n'est pas aussi un titre que l'on se donne, mais c'est dans le cadre de cette méthodologie, il y a des personnes qui ont été formés dans ça et qui sont des formateurs des formateurs. Donc c'est eux qu'on appelle des champions. Voilà. Alors, à Tambacounda, est-ce qu'il y a également d'autres champions hormis vous? Bon, pour le moment, je n'ai pas encore vu. Ah, ok. Voilà. Mais on est en train d'initier des formations des formateurs pour permettre vraiment à d'autres personnes aussi de maîtriser cette méthode qui est très importante pour les femmes. Alors, d'où vous est venue l'idée? Parce que je vois que présentement à Tambacounda, il y a en fait une prolifération en fait d'associations. Oui. Donc il y a une réussite totale en ce sens-là. Effectivement, non seulement il y a une réussite, mais il y a une adhésion totale à cette méthodologie, mais aussi il y a une appropriation même par les femmes de cette méthodologie. N'oublions pas qu'actuellement au niveau mondial, dans le cadre de ce qu'on appelle le développement économique, donc les AVEC constituent vraiment un pilier important, constitue donc une stratégie importante pour vraiment financer le développement économique des femmes. C'est pourquoi il y a une forte adhésion communautaire et les femmes en redemandent tout le temps. Alors, parce que depuis que vous avez démarré, c'était au niveau donc des villages, maintenant pratiquement c'est au niveau des grandes villes. Alors pourquoi donc la dénomination également n'a pas évolué? Parce que jusqu'à présent, on appelle ça Association villageoise d'épargne et de crédit. Oui, parce que Association villageoise d'épargne et de crédit, c'est le sigle de base. Donc que ce soit en milieu urbain, en milieu périurbain ou en milieu rural, on dit toujours Association villageoise d'épargne et de crédit. Évidemment, au niveau des villages, c'est des villages. Mais au niveau des communes, comme la commune de Tambacounda, c'est des quartiers. Mais toujours, on parle de l'AVEC. Mais tout en sachant que c'est des associations qui sont implantées au niveau des quartiers de la commune de Tambacounda. Mais le sigle, il est vraiment codifié, il est universel, donc les gens il est conventionnel. Donc on dit toujours avec Association villageoise d'épargne et de crédit que l'on se situe en milieu rural ou en milieu périurbain. Est-ce qu'on peut avoir également une idée donc du nombre d'AVEC que vous avez créé au niveau de la région de Tambacounda? Bon, actuellement nous en sommes à 59 groupes AVEC, dont pratiquement 18 au niveau de la seule commune de Tambacounda. Et nous en avons à Kédougou aussi, à Koussanar, à Missira, à Bala, et aussi au niveau de la commune de Tamba. Actuellement, nous en avons pratiquement 59. Alors donc, la gestion, comment ça se passe réellement? Oui, le secret des AVEC aussi, c'est l'autogestion et l'autocapitalisation. C'est-à-dire que c'est les femmes même qui amènent leurs ressources financières sous forme de parts chaque semaine. Et donc, elles achètent des parts. Donc, c'est elles-mêmes qui mobilisent leur propre épargne. C'est pourquoi on parle d'autocapitalisation. Ce n'est pas une ONG ou bien l'État qui vient
mettre de l'argent au niveau de leur caisse, mais c'est elles-mêmes qui procèdent chaque semaine à de l'épargne. On parle aussi d'autogestion parce que aussi c'est des groupes autogérés. Autrement dit, ce sont les membres du groupe qui gèrent leur propre groupe. C'est pas actionnaire qui vient pour gérer, c'est pas aussi nos partenaires communautaires qui viennent pour gérer, mais c'est le groupe même en tant que tel qui procède à sa propre gestion. Alors, pour une avec, il y a combien de nombre au juste? Chaque avec compte 25 femmes. Donc, imaginez-vous, on en a 59, donc vous multipliez 59 par 25, donc nous encadrons pratiquement, il y a 1000 et quelques femmes qui bénéficient vraiment de cette approche. Alors, moi j'ai vu, il y a quelques avec au moins qui ont 3 sous-groupes, donc 25 fois 3. Est-ce que là aussi c'est pas trop lourd? Non, c'est que chaque avec compte 25 femmes, mais c'est au niveau de nos cercles réflexion-action. Oui. Par exemple, si vous prenez le cercle de Gourel Diadji, qui mobilise l'ensemble de la communauté de groupes de Gourel Diadji, on a 5 groupes avec à l'intérieur du cercle réflexion-action. Parce qu'à Action Aide aussi, nous on met en place ce qu'on appelle des cercles réflexion-action, qui sont des entités, des espaces de discussion, de dialogue, pour une meilleure prise en charge des problèmes de la communauté. Et nous avons 5 cercles réflexion-action au niveau de la commune de Tambacounda. Maintenant, à l'intérieur de chaque cercle, il y a des groupes avec qui sont mis en place pour organiser les femmes sous un petit groupe de 25 pour qu'elles puissent procéder à de l'épargne et aussi faire du crédit entre elles. Alors, sûrement avec le temps, vous allez tendre vers une fédération dans la mesure où il y a beaucoup de cercles maintenant. Beaucoup de groupes avec. Exactement. Oui, parce que, oui, d'ailleurs, il y a le comité consultatif des femmes, lors de la dernière formation sur les AVEC, ils avaient proposé, donc, d'ici 1 an, 2 ans, de tendre vers ce qu'on appelle un RAVEC, c'est-à-dire un réseau des AVEC. Ah, ok. Voilà. Et ça aussi, ça permettra vraiment d'aller de l'avant, parce que c'est, par exemple, actuellement, avec les 18 groupes avec qu'on a au niveau de Tambacounda, le portefeuille financier de l'ensemble de ces groupes avec tourne autour de 14 millions. Voilà. Donc vous voyez un peu si les groupes réussissent à se fédérer, à créer un réseau des AVEC, donc ça peut déboucher vraiment vers une mutuelle d'épargne et de crédit de ces femmes. Voilà, parce qu'actuellement, si on fait la sommation de l'ensemble des portefeuilles financiers de chaque groupe avec, la masse financière, elle est quand même non négligeable, elle est vraiment substantielle. Alors, donc si je vous suis bien, pratiquement ces AVEC traînent beaucoup d'argent. Alors, mais qui a la charge en fait de garder toute cette masse financière? Voilà, c'est-à-dire que les femmes disposent de ce qu'on appelle un kit. C'est une caisse en métal forgé et qui dispose de 3 cadenas. Et ce coffre est gardé par la trésorière. Chaque groupe avec dispose d'un bureau. Le bureau est composé d'une présidente, d'une trésorière, d'une secrétaire et de 2 compteuses. Maintenant, le coffre est gardé par la trésorière, mais il y a parmi les 25 femmes, il y a 3 autres femmes qui gardent les clés. Voilà, les clés des cadenas, mais qui ne font pas partie du bureau, c'est-à-dire du comité de gestion du groupe avec. Maintenant, c'est la trésorière qui garde donc le coffre. Et chaque semaine, elle amène le coffre lors de la réunion d'épargne hebdomadaire. Alors, la trésorière garde le coffre, pourquoi elle ne garde pas aussi les clés? C'est pour des problèmes de sécurité, pour des problèmes de transparence. Parce que si elle gardait les clés, elle aurait pu ouvrir le coffre. Mais c'est 3 autres personnes parmi le groupe qui sont choisis et qui sont ce qu'on appelle les gardiennes des clés. Donc la trésorière, même si elle garde le coffre, elle ne peut rien contre ce coffre. C'est un coffre qui est très sécurisé, qui est en métal lourd, et elle ne dispose pas des clés. Parce qu'à la fin de chaque réunion, les gardiens des clés viennent fermer le coffre
et elles amènent les clés avec elles. Et elles ne vont réouvrir le coffre qu'à la prochaine rencontre hebdomadaire. Donc, vous voyez, donc c'est pour des principes de transparence, mais aussi pour des principes de sécurité. Maintenant aussi, l'autre chose qu'il y a, c'est que l'ensemble de l'argent collecté aussi est prêté aux membres. Donc, ce qu'on garde dans la caisse, c'est un peu minime. Voilà. Donc, tout l'argent aussi est redistribué aux membres sous forme de crédit. Et quand elles payent encore, elles reprennent du crédit pour financer leur propre activité génératrice de revenus. Donc, les groupements de femmes, les groupes avec, s'arrangent toujours pour garder un minimum d'argent au niveau de ce coffre. Parce que si l'argent doit aller vers les femmes doivent prendre cet argent sous forme de crédit et travailler, rembourser, générer des intérêts pour qu'à la fin du cycle, lors du partage, pour qu'elles puissent avoir beaucoup d'argent. Alors, par exemple, si une femme prend un crédit de 20 000 francs, au moment de rembourser, elle ne rembourse que la même somme ou bien comment ça se passe réellement? Non, parce qu'elle ne rembourse pas la même somme, sinon il n'y aurait pas... Il y a un intérêt que les femmes se fixent entre elles. Généralement, l'intérêt est de 10%. Par exemple, pour votre exemple, quand une femme emprunte 20 000 francs, elle est tenue de rembourser les 20 000 francs plus 2 000 francs d'intérêt. Donc, cela veut dire que pour chaque 5 000, il y a un intérêt de 500 francs. De 500 francs. Ah, ok, ça se passe comme ça. Oui, mais l'autre précision, c'est que l'intérêt est déterminé par le groupe même. Donc c'est un peu différent du système. Donc c'est pas standard, si je comprends bien. Voilà, c'est le groupe qui décide. Si le groupe veut, le groupe peut dire 5%. C'est-à-dire 5 000 francs, on ajoute 250 à chaque 5 000. Si le groupe aussi peut dire, on ajoute 500 francs à chaque 5 000. Mais parmi les groupes qu'on a aussi, juste préciser que presque tous les groupes ont opté pour un intérêt de 10%. C'est-à-dire, si tu empruntes 5 000, tu payes 5 500 francs. Voilà. Et ça a été décidé par les groupes d'une manière souveraine. Maintenant aussi, c'est la différence donc avec le système financier classique où c'est la mutuelle d'épargne de crédit ou bien la banque qui fixe son taux et qui dit à quelqu'un qui veut emprunter, qui lui dit que c'est ça. Si ça vous adhère, si vous adhérez, vous signez. Voilà. Alors que dans les groupes avec, c'est vraiment le consentement, c'est après une discussion, c'est les femmes qui décident librement et souverainement du taux qu'elles s'appliquent. Et les AVEC durent combien d'années? Le cycle est dispatching après sûrement. Pour le partage annuel, les AVEC c'est un cycle de 12 mois. C'est-à-dire de 52 semaines. Et après les 12 mois, le groupe procède au partage annuel des gains. Alors, comment se passe maintenant le partage? Parce qu'il y a les cotisations, mais aussi il y a en fait des intérêts qui s'ajoutent. Alors, comment ça se passe réellement? Est-ce que là, ça ne va pas occasionner des difficultés entre femmes? Non. Différents, je veux dire. Non, parce qu'elles ont été formées dans ça. Et parmi tous les groupes d'AVEC qu'on encadre et qu'on accompagne, on n'a jamais vu de problème majeur lors du partage annuel. Le partage, il est très simple, parce que il y a ce qu'on appelle dans le groupe avec, il y a ce qu'on appelle les parts, c'est-à-dire l'épargne que les femmes donnaient chaque semaine. À côté de l'épargne, il y a aussi ce qu'on appelle les amendes. Les amendes, parce qu'il peut arriver lors d'une réunion qu'il y ait des bavardages, ou bien des retards, ou bien des absences. Donc, ces cas-là donnent une amende. Donc, c'est ça aussi qu'on ajoute à l'épargne. Plus également les intérêts. Parce qu'aussi, il y a des personnes, il y a des femmes qui ont pris des crédits tout au long du cycle et qui ont procédé au remboursement avec des intérêts. Maintenant, c'est tout ce pactole qu'on calcule à la fin de l'année et on calcule comment se fait le partage. Le partage, il se fait d'une manière très simple. D'abord, on compte tout l'argent qu'on a. Quand on dit tout l'argent qu'on a, c'est les épargnes, les amendes, les intérêts. On calcule le tout. Ça nous fait une rondelette somme. Ensuite, après ça, on calcule les parts.
Parce que chaque femme dispose d'un carnet individuel. Donc on calcule, la secrétaire prend chaque carnet. Il y a 25 carnets. Ouais. Elle calcule le nombre de parts pour chaque carnet, donc pour chaque bénéficiaire. Ensuite, elle fait la somme de l'ensemble des parts. Voilà. Après cette étape, on calcule la valeur actuelle de la part. Par exemple, au moment de commencer l'AVEC, peut-être la part était à que 300 francs ou bien à 500 francs. C'est selon les groupes. Maintenant, au partage annuel, après avoir compté le montant total de l'argent qui a été généré, on calcule le nombre total de parts. Voilà. Et ensuite, on prend le montant total de l'argent qu'on divise par le nombre total de parts pour avoir la valeur actuelle de la part. Donc, au début du cycle, si la part était de 500 francs, peut-être à la fin, lors des partages, avec les bénéfices, avec les intérêts, avec les amendes, la part peut être à 420, 430 francs. Donc, c'est ça le bénéfice. Okay, maintenant, donc là, ça évolue. Voilà. Maintenant, c'est à partir de là, pour pouvoir connaître chaque femme, elle aura combien lors du partage, c'est de prendre la valeur actuelle de la part qu'on multiplie par le nombre total de parts de chaque femme, qui lui permet de savoir quel est le montant qu'elle a obtenu lors du partage. Donc c'est un système qui est très équitable, qui est très transparent, et voilà. Alors, les cotisations aussi sont fixées dès le début, donc c'est pour chaque femme 500 francs, si je ne me trompe, ou 300 francs. C'est chaque groupe qui décide. Par exemple, on a des groupes où c'est compte tenu aussi du portefeuille de ces dames. Voilà. Il y a des groupes où on a la part c'est à 500 francs. Il y a des groupes où on a la part à 200 francs. Il y a des groupes où on a la part à 300 francs. Il y a même certains groupes au niveau de Tambacounda où la part c'est à 1000 francs. À 1000 francs. Oui. Ça existe? Ça existe au niveau de Tambacounda. Oui, il y a des... Okay. Maintenant aussi, chaque femme a le droit d'acheter entre 1 à 3 parts. Oui. Ok. Voilà. D'ailleurs, c'est là où je voulais en venir. Je demande, est-ce que si c'est pas aussi lourd, ou bien aussi est-ce que c'est rassurant? C'est pas lourd parce que c'est le groupe qui décide souverainement de la valeur de la part. C'est pourquoi je vous ai donné un exemple. On a des groupes, compte tenu de leurs moyens, ces groupes font la part à 200 francs. Il y a d'autres groupes qui font la part à 300 francs. Parce qu'au début du cycle, ils s'entendent sur la valeur de la part. Parce qu'elles savent qu'elles ne peuvent pas changer la valeur de la part au cours du cycle. C'est pourquoi les femmes s'arrangent toujours à voir combien elles peuvent donner. Alors, moi, mon problème, c'est surtout au niveau du nombre. Par exemple, vous dites que pour chaque avec, il y a 25 femmes. Mais par exemple, si une dame parvient à acheter 3 femmes, est-ce qu'au finish, il y aura 25 femmes réellement? Ou bien ce sera donc 25 moins 3? Si, par exemple, votre question. C'est par rapport surtout au nombre de parts. Oui. Parce que pour chaque avec, c'est 25 femmes. Oui. Donc, cela veut dire que 25 femmes, 25 parts, si je comprends bien. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Parce que chaque femme peut acheter entre 1 à 3 parts. Donc, vous verrez, par exemple, si lors de la réunion d'épargne, toutes les 25 femmes achètent une seule part, effectivement, on aura 25 parts qui ont été achetées. Okay. Mais ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'il y a certaines qui vont acheter une part, il y a d'autres qui vont acheter 3 parts, d'autres qui vont acheter 2 parts. Donc ça dépend de la disponibilité de chaque femme. Alors moi, je suis à l'aise cette semaine, j'ai de l'argent. Au lieu d'acheter une part, j'achète 3 parts. Oui. Parce que plus tu as... Donc cela veut dire que ça dépend de vos possibilités financières. Des membres. Des membres, très bien. Oui. Ah, ok. Mais tu ne peux pas acheter plus de 3 parts. Les parts, c'est entre 1 à 3. Okay, donc obligatoirement une, maximum 3. Ah, ok. Donc tout est codifié à travers un règlement intérieur, tout est clair. Maintenant aussi, c'est un système essentiellement basé sur l'épargne. Donc, plus tu épargnes, plus tu achètes de parts, plus au moment du partage, tu obtiens le meilleur gain. Voilà.
Parce que c'est un système qui est essentiellement basé sur l'épargne. Par exemple, à la fin du cycle, entre une femme qui a acheté tout au long de l'année 200 parts et une femme qui a acheté 300 parts, mais la femme qui a acheté 300 parts, elle aura plus de gains que la femme qui n'a acheté que 200 parts. Alors, moi, en tout cas, j'ai une autre question, surtout par rapport aux rencontres hebdomadaires. Là aussi, est-ce que ce n'est pas trop demandé aux femmes? Est-ce que, par exemple, vous ne pouvez pas faire en sorte que les femmes se réunissent toutes les 2 semaines? Oui, c'est une option envisageable, mais les principales concernées, ça ne les gêne pas. Et vraiment, elles se retrouvent chaque semaine pour épargner, mais aussi pour faire ce qu'on appelle, il y a aussi dans le groupe, il y a aussi ce qu'on appelle le fonds de solidarité. Voilà, ça c'est différent du fonds de crédit. Le fonds de solidarité, généralement, c'est 100 francs. Les femmes aussi, chaque semaine, donnent chacune 100 francs. C'est pour faire face aux besoins d'urgence. Par exemple, si l'un des membres du groupe est malade ou bien a un décès, voilà, le groupe, d'une manière solidaire, prend pour aider l'une des membres dans une situation difficile. Voilà. Donc, ça ne les gêne pas qu'elles se retrouvent chaque semaine. Et aussi, ça permet aussi de raffermir les liens de solidarité entre les femmes qui se retrouvent chaque semaine et qui se réunissent. Alors, après les 52 semaines, donc je veux dire après le partage, alors comment les femmes vont faire avec leur argent? Leur argent, c'est leur argent. Elles peuvent développer d'autres activités génératrices de revenus. Alors, mais c'est-à-dire que moi, j'ai peur que ces femmes peut-être ne dilapident cet argent-là au bout peut-être d'1 à 2 jours. C'est ça le problème avec les festivités. Justement, ça a changé maintenant. Parce qu'actuellement, les femmes sénégalaises, d'une manière générale, je dirais que actuellement, les gens n'ont plus de quoi... Non, c'est-à-dire qu'en ce sens-là, réellement, est-ce qu'il y a un suivi que Action Aid, en fait, fait réellement? Il y a un suivi parce que aussi, on les encadre dans le cadre de petits projets, mais aussi on leur dit, souvent, faites ceci, faites cela. Vraiment, votre argent, vous pouvez augmenter aussi votre business pour vraiment le fructifier, et ainsi de suite. Par exemple, on a des cas de femmes. Vraiment, actuellement, c'est à travers des crédits avec qu'elles vont actuellement à Djaoubé pour acheter de l'huile de palme, pour acheter des balais, pour acheter du poisson séché qu'elles reviennent vendre ici au niveau de Tambacounda. On a aussi un groupe de 10 femmes qui sont membres d'une avec, qui ont pris du crédit. Donc, ces 10 femmes ont pris du crédit pour en faire une exploitation maraîchère. Donc, vous voyez, les femmes ne gaspillent plus comme dans les cérémonies familiales. Donc, elles sont devenues vraiment très, très conscientes. Donc, elles savent que l'argent ne doit pas être gaspillé. Elles savent aussi, l'autre avantage qu'il y a aussi, elles savent que c'est leur argent. Donc, c'est elles-mêmes qui ont épargné ça. Oui, elles ont peiné pour l'avoir. Elles ont peiné pour l'avoir. Donc, c'est différent que quand Action Aid vient avec de l'argent, quand une autre structure vient leur donner le capital. Non, le capital est fourni par elle-même. Donc, c'est pourquoi, en termes de gaspillage, on ne voit plus que ces cas. Alors, réellement, depuis quand vous avez commencé à expérimenter avec? Les AVEC, c'est depuis fin 2015, mais précisément, on a débuté en 2016. Oui, donc, si je comprends bien, jusqu'à présent, c'est la première phase. Est-ce que vous avez eu à faire des évaluations réellement? Oui. Peut-être dans le but d'amender? Oui, parce qu'il y a des groupes déjà qui ont terminé leur premier cycle et qui sont dans leur deuxième cycle. Et on a évalué et on a vu que certaines femmes vraiment ont émergé. Voilà. Mais aussi, dans le cadre du projet AFP Bamtar Rewbe, cette année, donc vers le mois d'août-septembre, on va procéder à une capitalisation de ces groupes avec, pour vraiment mesurer l'impact de ces groupes avec dans le changement social des femmes.
Mais aussi, voilà. Donc, merci Monsieur Amadi Gangue. Je rappelle que c'est notre invité du jour. Lui, il est le coordonnateur régional de Action Aid au niveau de Tambacounda, mais aussi il est consultant en ingénierie sociale. Alors maintenant, avec lui, nous allons aborder un autre point, même à savoir le thème central, à savoir le programme de développement que vous êtes en train de dérouler depuis 2007 et quels sont en fait les domaines d'intervention. Voilà, donc ActionAid est un programme, c'est un programme pays. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, ActionAid est membre d'une fédération de 45 pays à travers le monde. Maintenant, ActionAid Sénégal est un programme pays, donc qui dispose de ce qu'on appelle des programmes de développement communautaire et qui dispose aussi de projets qui viennent donc renforcer ce programme. Actuellement, ActionAid dispose de 9 programmes de développement communautaire, dont 4 sont localisés dans la zone centre qu'on appelle, c'est-à-dire la région de Fatick. On a 4 programmes de développement communautaire, à savoir, on a Foundiougne, on a le programme de Diossong, on a le programme de Djilor, voilà, et on a le programme de Niodior. Maintenant, au niveau de la zone Est, c'est-à-dire le Sénégal oriental qui couvre la région de Tambacounda et de Kédougou, on a 5 programmes de développement communautaire. On a le programme de Bakel, le programme de Koussana, le programme de Missira, le programme de Kédougou et le programme de Vala. Donc ça fait donc en tout 9 programmes de développement communautaire qui sont appuyés par ce qu'on appelle des projets spéciaux, comme le projet agroécologie et résilience, comme également le projet AFD, Bamtal Rewbe, que j'ai l'honneur de coordonner également. Et il y a aussi le projet sur les directives volontaires. Et bientôt, on aura un projet qui va bientôt démarrer, le projet GAFS aussi avec l'AFAO. Et voilà, qui vise aussi l'amélioration des conditions de vie des femmes au niveau de Missira et de Koussana. Alors, donc par rapport à votre programme, c'est-à-dire le programme de développement, vous n'êtes présent qu'à Bala, Koussana, Missira, Kédougou et Bakel. Donc cela veut dire que vous n'avez pas fait un bon maillage donc, des 2 régions que sont Tambacounda et Kédougou. Bon, on a fait un bon maillage, mais aussi, vous savez, toutes les ONG aussi obéissent à des logiques. C'est un problème de ressources aussi. Si ça ne dépendait que de nous, on aurait un programme très grand qui couvre même les 45 départements du Sénégal. Mais aussi, c'est compte tenu de la rareté des ressources. Donc, nous sommes obligés d'intervenir là où ça fait le plus mal. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire que Kédougou, la région de Kédougou et la région de Tamba, c'est 2 régions géographiquement éloignées et socialement marginalisées. Alors, pratiquement à Tambacounda, vous n'intervenez que dans 2 communes, à savoir Missira et Koussana. Tambacounda, nous intervenons à Bala. À Bala. Bala, c'est une commune. Il y a la commune de Bakel. Il y a Non, je parle uniquement de Tamba département maintenant, au niveau local. Le département de Tamba. Oui, uniquement. Ok. C'est ça. Voilà, donc, pratiquement, vous n'êtes qu'à Koussana et à Missira. Oui, dans le département de Tamba. Oui. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites pour les autres communes restantes? Mais on ne peut pas être partout. Il y a aussi les autres ONG. Par exemple, si je sais que, par exemple, World Vision intervient à Missira et à Neteboulou. Voilà. Peut-être il y a le GADEC aussi qui intervient quelque part. Donc aussi, c'est pourquoi il faut ce qu'on appelle une synergie des actions, parce que ActionAid seulement ne peut pas tout faire. Donc il faut aussi que les autres ONG, chacun, puisse faire quelque chose dans un endroit bien déterminé. Donc c'est un peu ça. Et quelle est la durée réellement du programme de développement? Un programme de développement dure 15 ans. Mais généralement, nous pouvons aller jusqu'à 20 ans et ensuite on se retire de ce programme pour aller vers une autre zone encore marginalisée. Voilà. Alors, donc je vois également que vous n'avez pas les moyens de votre politique. C'est la raison pour laquelle vous aussi vous avez cherché en fait quelques partenaires, à savoir le GRDR. Oui, il y a ça, mais aussi souvent on dit que le programme ne peut pas tout faire. C'est pourquoi aussi souvent on écrit des proposals, on fait des projets qu'on soumet aux bailleurs pour un peu venir appuyer le programme. Donc dans le cadre d'ActionAid,
en dehors des programmes de développement communautaire que je viens vous dire, on a soumis aussi d'autres projets qui ont été financés et qui sont actuellement en cours. Par exemple, si vous prenez le projet AFD Bamta Reobé, il est financé par Actionnaire International et par l'Agence française de développement et par Actionnaire du UK. Maintenant, par exemple, ce projet vient renforcer le programme au niveau de Koussanar, de Kédougou, de Missira, de Bala et spécifiquement aussi, ça c'est une précision, au niveau de la commune de Tambacounda. C'est un projet, c'est le seul projet d'ailleurs qui intervient au niveau de la commune de Tamba. Si vous voyez aussi le projet agroécologie et résilience, il vient appuyer le programme au niveau de Missira, de Kédougou et de Nyodjo. Donc on a des projets spéciaux qui viennent en appoint au programme. Maintenant, au niveau de chaque programme de développement aussi, on a des partenaires locaux avec qui on travaille. C'est dans ce sens qu'au niveau de Vakel, on a le GRDR avec qui nous travaillons. Au niveau de Koussanar, on a la Fédération des producteurs de Yakar Nianéouli. Au niveau de Missira, on a Aprovac. Et au niveau de Kédougou, on a Kéo. Donc, voilà, qui sont nos partenaires locaux et qui exécutent nos programmes pour le compte de Actionnaire. Alors maintenant pour Action Aid Sénégal, là aussi c'est un secret de polichinelle, pratiquement vous n'intervenez pas dans les 14 régions. Alors vous êtes présent où réellement au niveau national? Nous sommes présents au niveau de 3 régions. La région de Fatick, la région de Tambacounda et la région de Kédougou. Maintenant au niveau de la région de Fatick, nous sommes présents dans 4 zones. À Fatick. Oui, il y a Foundiougne, il y a Niodior, il y a Djilor et il y a Diossong. Maintenant, au niveau de la région de Tambacounda et de Kédougou, pour Kédougou, nous sommes présents au niveau de la commune de Kédougou. Uniquement. Oui. Ok. Quand je dis commune, mais aussi avec les villages environnants, nous sommes dans 8 villages, plus la commune de Kédougou. Maintenant, au niveau de Tambacounda, nous sommes à Koussanar, à Missira, à Bala et à Wakel. Donc voici donc les zones d'intervention où nous sommes. Bon, avec quand même aussi quelques spécificités au niveau national où nous avons certains partenaires avec qui nous travaillons. Alors, je vois que depuis que vous êtes ici au Sénégal jusqu'à présent, vous ne travaillez qu'avec ces 3 régions. Pourquoi vous n'avez pas cherché aussi à agrandir un peu la liste? Oui, on est dans cette logique, mais nous sommes un programme de développement qui est appelé à se déployer aussi vers d'autres localités. Mais c'est un contenu aussi du fait qu'Actionnaire Sénégal est là depuis 2001 seulement. Donc nous sommes à notre presque 17e année. Peut-être d'ici 2 ans, 3 ans, nous pouvons vraiment choisir encore d'autres localités qui auront besoin de notre intervention. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la masse financière que vous avez injectée, surtout dans la région de Tambacounda, annuellement? Bon, mais selon le rapport de cette année, pour l'exercice 2017, nous sommes à plus de 200 millions de francs qui ont été injectés au niveau de la région de Tambacounda. Voilà. Maintenant, nous sommes là depuis 2007, imaginez-vous, c'est plus de 2 milliards qui ont été injectés par Actionnaire pour le bénéfice des communautés. Alors, est-ce que réellement vous avez atteint vos objectifs? Bon, vous savez, la pauvreté, c'est un combat perpétuel. Nous avons atteint notre objectif, on peut le dire, parce qu'on a réussi quand même à susciter vraiment une prise de conscience communautaire. On a réussi aussi on a participé à l'éveil des consciences des communautés qui sont en train vraiment de changer dans le bon sens. Et aussi, on a aussi amélioré un tant soit peu les conditions de vie de ces populations, particulièrement aussi des femmes. Mais c'est un combat qui est là, qui est perpétuel, qui est permanent. Et donc, le combat continue. Alors, avec le recul, j'ai comme l'impression que vous n'avez pas encore gagné le pari de la communication, parce qu'en venant, j'ai eu à discuter avec quelques-uns pour les faire comprendre qu'aujourd'hui, c'est Action Aid que nous invitons, mais réellement, ils ne savent pas.
Oui, mais quand même, avouons depuis 2015-2016, avec la venue du projet AFD Bamta Rewbe qui intervient dans la commune de Tamba, quand même, les gens de Tambacounda connaissent mieux ActionAid. Parce qu'avant, quand même, on ne nous connaissait pas parce que nous avons une approche ruraliste. Donc, on n'intervenait pas dans les communes urbaines comme celle de Tambacounda. On était à Missira, Bala, ainsi de suite, Bakel et autres. Donc, on n'était pas Koussanar, on n'était pas connu par les gens de Tambacounda. Mais quand même, depuis 2016, grâce quand même à ce projet AFD qui intervient dans la commune de Tamba, et grâce à notre partenaire communautaire au niveau de Tamba, à savoir le comité consultatif des femmes, ActionAid est beaucoup plus visible, ActionAid est vraiment connu, par également les autorités. On est membre aussi de l'office d'ICRD, et aussi on implique les autorités administratives et les autorités locales dans tout ce qu'on fait. Et aussi, depuis aussi, avec l'avènement du projet AFD aussi, nous sommes très connus, surtout par les femmes de Tambacounda. Alors, donc la communication est un challenge. Alors, donc là, qu'est-ce que vous comptez faire réellement? Oui, nous allons quand même accentuer la communication et aussi améliorer notre visibilité. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur ça. Et pour vraiment améliorer notre visibilité. Par exemple, si vous voyez cette année, avec l'ensemble des activités que nous sommes en train de mener, surtout également au niveau de la commune de Tamba, vous verrez, également, nous sommes tous dans les réseaux sociaux qui reprennent nos activités. Nous invitons la presse et aussi nous sommes en train de faire aussi des documents de capitalisation que nous allons partager avec l'ensemble des acteurs de la zone. Mais également au niveau communautaire aussi, toutes les activités également sont fortement médiatisées. Voilà. Donc vous travaillez avec les radios de la place? Nous travaillons avec les radios et également les télés, la télévision également. Nous est arrivé à plusieurs reprises d'avoir des émissions avec la TFM locale et qui a été rediffusée au plan national. Et bon, aussi, il y a sûrement, je vais vous taquiner un peu. En tout cas, notre radio, la radio Gadek Betawe FM, ne vous sent pas. Sûrement, vous allez inverser la tendance. Oui, effectivement, mais aussi c'est parce que aussi vous n'avez pas trop duré. Hein. Vous êtes une nouvelle radio qui n'a fait que quelques mois, mais on prend acte, on prend note et éventuellement, et aussi on va vous inviter dans les activités que nous allons mener. Voilà. Au même titre que les autres acteurs de la presse. Merci M. Gandhi. En tout cas, nous sommes très contents et très fiers. Alors, ici, où se trouve votre siège au niveau de Tambacounda? Oui, nous sommes au quartier Salikeñe, au niveau de la route de la CBAO, donc en face de l'hôtel Aminata Sarré Pathé. D'après les informations que j'ai eues, pratiquement vous êtes très enclavé, le siège. Non, on était enclavé quand nous étions au quartier Abattoir. Et maintenant, au niveau de Salikeñe, on est très visible. Et on est à côté d'une école aussi qui s'appelle IADL. Donc, c'est très visible, c'est très sécurisé. Et également, nous sommes à 2 minutes de la gouvernance, donc du centre-ville. Et j'espère que vous avez un personnel bien étoffé. Oui, on a 6 agents qui sont là-bas, dont moi-même. Est-ce que le nombre n'est pas insuffisant? Nous sommes 6. Avec le travail que vous abattez? Oui, tout à fait. Mais aussi, c'est comme ça, c'est les contraintes que nous avons en matière de ressources. Donc, dans toutes les ONG, au niveau du Sénégal et ailleurs, les gens sont en train d'étoffer leur personnel, donc moins d'agents avec beaucoup plus de travail. C'est compte tenu quand même de la rareté des ressources, parce que les ONG n'ont plus le luxe de recruter à tort et à travers actuellement. Donc c'est la période vraiment c'est la période vraiment comme on dit, des vaches maigres. Il y a une crise financière sur le plan international. Donc les gens sont obligés de faire avec. Alors, au niveau de ActionAid, quelle est votre devise ou bien votre slogan? Bon, nous, c'est vaincre la pauvreté. Vaincre la pauvreté. Vaincre la pauvreté.
Parce que pour nous aussi, la pauvreté, c'est une injustice. Voilà. Actionnaire de notre devise, nous disons que parce qu'il y a pauvreté, c'est parce qu'il y a une injustice. C'est parce qu'il y a une violation de droits. Voilà. Donc nous n'envisageons pas la pauvreté parce qu'il n'y a pas d'argent, parce qu'il n'y a pas de services sociaux de base, ainsi de suite. Nous disons qu'il y a la pauvreté uniquement, c'est parce qu'il y a une violation de droits. Parce que, vous savez, chaque être humain a droit à la nourriture, a droit à l'habillement, a droit à être scolarisé, a droit à se soigner. Voilà. Donc quand l'individu n'a pas ces droits-là, ça veut dire qu'il y a une violation du droit. Donc on est pauvre, c'est parce que aussi il y a une société injuste. On est pauvre aussi, c'est parce que quelque part, l'individu qui est pauvre, on a violé ses droits. Mais si on avait respecté ses droits, cet individu ne serait pas pauvre. Donc nous sommes pour un monde juste et équitable. Ok. Alors si je vous demandais de définir la pauvreté. Bon, vous me demandez de définir quelque chose dont je suis à l'aise parce que mon mémoire de DSS, mon diplôme supérieur en travail social à l'INTC, mon thème de mémoire de recherche sur le DSS, c'était sur la pauvreté. Okay. La pauvreté peut être définie comme la précarité qui affecte plusieurs dimensions de l'homme et qui compromet ses chances d'assumer et de réassumer ses propres responsabilités. Okay. Ça, c'est fort, ça, ce que vous dites là. Ouais. Mais quand même, il n'y a pas de honte à être pauvre, j'espère. Non. Bon, elle est inhérente à la condition humaine. Voilà. C'est comme on dit, il n'y a que Dieu qui peut régler le problème des humains. Là, on va du côté spirituel. Dans ce monde-là, il y aura toujours des pauvres. Voilà. Mais nous, notre combat, c'est de dire que la pauvreté, quand même, c'est une violation de droit. Parce que quand même, si on lutte pour le respect des droits de l'individu, il y aurait moins de pauvres que dans ce monde. Voilà. S'il y avait aussi une redistribution équitable des ressources, il y aurait moins de pauvres. Par exemple, vous prenez le cas du Sénégal. Nous, par exemple, dans le cadre de notre nouvelle stratégie, nous appliquons ce qu'on appelle les 3 R. C'est-à-dire les 3 R, c'est la résilience, les rights, c'est-à-dire les droits, et la redistribution. Il faut une redistribution des ressources. Une bonne redistribution. Parce que si vous voyez que actuellement, presque toutes les richesses, vous prenez le cas du Sénégal, toutes les richesses sont gérées par une petite frange par une minorité de la population. Par une minorité. Voilà. Par exemple, 1/100000000 presque qui gère l'ensemble des richesses de ce pays. Est-ce que s'il y avait une redistribution de ces ressources, il y aurait moins de pauvres? Vous conviendrez avec moi. C'est parce que aussi il y a un accaparement des richesses et des ressources de ce pays par une frange vraiment très minime de la population. Voilà. Alors, donc c'est dire que pour qu'on sorte de la pauvreté, du sous-développement, il faut que les gens optent pour l'agriculture. Mais on a vu que le Sénégal, en tout cas, c'est pas ça, quoi que l'on puisse dire. Justement, parce que aussi le Sénégal, aussi d'un certain point de vue, quand même, il y a des paradoxes, selon moi, en tant que développeur. Je me dis qu'il y a des paradoxes. Parce qu'au Sénégal, nous avons la terre, nous avons l'eau, nous avons les ressources humaines. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut d'abord maîtriser l'eau. Parce qu'un pays qui ne maîtrise pas l'eau ne peut pas faire une agriculture saine et durable. Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, je suis un fils de la vallée du fleuve Sénégal. Mon village d'origine, c'est Guédé du village. Guédé Chantier. Donc, nous, chez moi, on cultive le riz depuis 1973. Oui, depuis 1973, on cultive le riz. Voilà. Les Sénégalais mangent la tomate aussi, c'est grâce à notre village. Alors, nous, on cultive la tomate fraîche qui va au niveau de la Socas, l'usine de Savagne, pour faire le concentré
de tomates. Donc l'avenir du Sénégal est dans l'agriculture. Mais pour l'agriculture, il faut la maîtrise de l'eau. Si on arrive à maîtriser l'eau, je vous dis que cette histoire de famine, cette histoire de pauvreté, on va la ranger aux oubliettes. Parce que l'agriculture est le moteur du développement. Bien sûr. Tous les pays l'ont compris. Vous prenez les États-Unis d'Amérique qui ne mangent même pas le maïs, et pourtant c'est le premier producteur mondial de maïs. Bien sûr. Voilà, eux ils parlent de ceinture verte. Bien sûr. Et effectivement. Bien sûr. Ouais, et pourtant c'est des spéculations qu'ils ne consomment même pas. Mais ils en produisent. Donc l'agriculture c'est le moteur de développement. Et nous autres Africains et Sénégalais, si on veut émerger vraiment, il faut qu'on fasse de l'agriculture le moteur de notre développement économique. Alors, merci M. Gangué. Et sans transition, cette fois-ci, je vais aborder avec vous le projet agroécologie résilience. Réellement, où est-ce que vous en sommes? Parce que ça, c'est dans le domaine de l'agriculture et de la résilience. Effectivement. Donc c'est un projet qui fait la promotion de ce qu'on appelle l'agroécologie. Parce que nous sommes pour un type d'agriculture durable et résiliente au changement climatique. Donc vous savez, depuis plusieurs années, on est vraiment affecté par les changements climatiques au niveau mondial. Et donc par rapport à ça aussi, il y a des répercussions au niveau de nos localités. Vous voyez actuellement le déficit pluviométrique qu'on a, mais aussi les périodes de canicule qu'on ne comprend même pas. Et aussi l'espacement des pluies. Donc tout ça, c'est parce qu'il y a l'effet des changements climatiques au niveau de nos zones. Donc c'est un projet qui vient appuyer cette initiative à travers le développement de l'agroécologie. Par exemple, au Sénégal, vous savez, on fait trop d'agriculture conventionnelle avec les engrais, les pesticides, tout ça. Donc actuellement, on est en train d'empoisonner la terre et à travers la terre d'empoisonner les ventres. Parce que tout ce qu'on produit avec les pesticides et les ça rentre aussi dans les ventres des populations. C'est pourquoi si vous faites très attention, vous verrez au Sénégal actuellement, il y a un nouveau type de maladie qu'on ne connaît même pas. On parle de cancer à tout bout de champ, et c'est des maladies qu'on ne connaissait pas. Tout ça, c'est lié aux effets de l'agriculture conventionnelle. Mais maintenant, nous développons à travers ce projet l'agriculture, l'agroécologie. Vraiment, qui est une sorte de retour à l'agriculture que faisaient nos ancêtres, sans utilisation de l'engrais. C'est ce qu'on appelle le bio. Le bio c'est autre chose. Le bio même, ça va au-delà, mais pensez seulement au type d'agriculture que faisaient nos arrière-grands-pères. Vous savez, quand vous étiez petit, quand nous tous nous étions petits, nous voyons nos grands-pères, ainsi de suite, faire un type d'agriculture où il n'y a pas d'engrais, où il y a la fumure organique. Ainsi de suite. Il n'y avait pas de pesticides, vraiment d'insecticides, tout ça. Voilà, donc c'est ce type d'agriculture que nous, on est en train de promouvoir pour que vraiment on retourne à l'ancien type d'agriculture. Parce que aussi l'agroécologie n'est pas nouveau, mais nous, à travers Actionnaire, on l'a conceptualisé pour vraiment en faire vraiment une initiative. Alors, je vois que vous intervenez dans les zones de Missira, Niodior et Kédougou. Alors, qu'est-ce qui explique réellement ces choix-là? Parce que c'est des zones qui sont vraiment touchées par les changements climatiques. Vous voyez, au niveau de Kédougou, c'est qui? Missira aussi, vous voyez toujours les changements climatiques avec les inondations, les feux de brousse, tout ça qu'il y a. Niodior aussi, c'est parce que c'est des îles. Au niveau de Niodior, nous sommes dans presque 9 îles. C'est des îles vraiment qui sont en train de subir l'érosion maritime. Mais aussi, c'est des îles qui risquent même de disparaître d'ici quelques années. Donc, ce projet agroécologie et résilience vient pour attirer l'attention des décideurs, mais vient aussi pour contribuer vraiment à sauver ces localités durement éprouvées par les effets du changement climatique. La résilience des communautés, qu'est-ce que cela veut dire? La résilience, c'est la capacité d'adaptation des communautés. Par exemple, on dit que quelqu'un est résilient, c'est quelqu'un qui est capable de s'adapter à une
situation. Par exemple, la résilience des communautés, c'est quoi? C'est de les aider à promouvoir une agriculture durable, mais aussi les aider à améliorer leurs moyens d'existence. Maintenant, si on les aide dans ça, en cas de famine, en cas de catastrophe, elles ne vont pas rester les bras croisés à attendre l'État, à attendre le GADEC, à attendre la Croix-Rouge, ainsi de suite. Mais elles vont elles-mêmes être capables de développer des mécanismes d'adaptation. Donc de prendre des initiatives sanitaires. Voilà, au lieu d'attendre qui que ce soit. Donc c'est ça la résilience. Alors, maintenant, par rapport au projet AFD Bamtal Rewbe, alors ça vise quoi, les objectifs réellement? C'est le renforcement du pouvoir politique et économique des femmes dans 2 régions, Tambacounda et Kédougou, pour l'amélioration durable de leurs conditions de vie. Bamtal Rewbe, qu'est-ce que cela signifie? C'est l'essor de la femme. Et ce nom a été donné par les femmes de Kédougou lors du lancement du projet à Kédougou. Elles ont dit, écoutez, on dit c'est le projet AFD. Mais AFD, c'est pas sénégalais, c'est français. C'est le bailleur. Donc les femmes de Kédougou ont dit, nous, du moment que ce projet vient nous appuyer, vient nous aider, donc nous, on ne va pas dire projet AFD, nous on dit Bamtal Rewbe, qui signifie essor de la femme. Ok. Alors, il y a le projet également sur les directives volontaires. Alors, là, quels sont les domaines ciblés et les zones d'intervention? Oui, pour rappel, c'est un projet qui est coordonné par un collègue ami, M. Zakaria Samahé, que tu connais. Oui. Et c'est un projet donc, qui vise la dissémination vraiment des directives volontaires au niveau des zones cibles. Donc c'est un projet qui est financé, c'est un projet multi-acteur, mais qui est supporté par la FAO et vraiment qui vise à vraiment développer, à lutter contre l'accaparement des terres, mais aussi à inculquer aux communautés le savoir-faire et le savoir-être en matière vraiment de prise en charge du foncier. Nous savons que il y a beaucoup de cas d'accaparement de terre, mais aussi il y a un problème même d'accès aux fonciers avec nos communautés. Donc ce projet vient un peu les renforcer dans ça à travers la dissémination des directives volontaires. Directives volontaires, quand on parle de directives volontaires, c'est des chartes qui ont été développées par plusieurs acteurs et qui permettent vraiment de lutter contre l'accaparement des terres, mais aussi qui permettent aussi de favoriser un meilleur accès des terres aux communautés de base. Alors, donc, il y a de cela 2 ans, vous avez eu à faire une marche, un plaidoyer au niveau de Ouassadou. Oui. Alors, où est-ce que vous en êtes? Parce que réellement, il y a des avancées. Bon, on est en train toujours de faire le suivi. Il y a des avancées parce qu'il y a certains membres, certains qui étaient emprisonnés et qui ont été relaxés. Maintenant, le combat continue pour vraiment aussi aider. Par exemple, cette année, dans le cadre du projet AFD Bamtal Rewbe, on va développer une initiative avec les groupes de dialogue de Ouassadou pour un peu encore remettre sur orbite cette question foncière. Alors, vous avez un autre projet à venir, c'est le projet GAFS-FAO, c'est-à-dire? Oui, c'est un projet aussi qui vise l'autonomisation économique des femmes au niveau de Missira et de Koussanar. Donc ce projet vise à accompagner les 2 organisations de producteurs que sont Aprovac dans le Missira et Yakaniani Wouli dans le Koussanar. Alors, il y a également un projet que vous avez déjà déroulé, à savoir Balcom Trust. Est-ce que ça a été une réussite réellement? Oui, ça a été réussi parce que aussi c'est un projet qui a quand même permis de soulager les communautés de base. Voilà, donc c'est un projet qui a été très riche en expérience et qui a permis vraiment d'atténuer la souffrance des communautés. Alors, je rappelle que M. Amadi Gangué est notre invité de ce matin. Alors, sûrement avec lui, nous allons aborder une petite question, à savoir l'immigration grandissante au Sénégal, parce que même hier, nous avons entendu qu'il y a en fait une embarcation qui s'est abîmée, qui s'est s'avérer au niveau donc de la Méditerranée, et là aussi il y a eu beaucoup de pertes en vies humaines. Commentaire.
Bon, c'est une question d'actualité et c'est vraiment difficile. Le contexte est vraiment difficile parce que tous nos jeunes vraiment sont en train d'émigrer, mais malheureusement d'une manière clandestine, vraiment en utilisant des moyens de locomotion de fortune et vraiment qui meurent en grand nombre au niveau de la Méditerranée. Et c'est une question qui doit être prise en charge, c'est d'accentuer aussi la sensibilisation et la communication pour vraiment, et aussi essayer de trouver des stratégies pour retenir les jeunes dans leur terroir. Donc c'est vraiment de nourrir encore un espoir pour ces jeunes et de trouver vraiment des alternatives pour vraiment les retenir chez eux. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Votre dernier mot? Je remercie vraiment l'ONG GADEC et à travers l'ONG aussi la radio communautaire qui est en train vraiment de faire des choses très importantes. Parce qu'inviter des personnes ressources, inviter des ONG, inviter des acteurs de développement pour partager leurs expériences et leurs vécus, inviter des ONG aussi, c'est une très bonne chose. Et donc nous ne faisons que vous remercier de nous avoir donné ce temps d'antenne pour parler vraiment aux populations de Tambacounda. Nous vous remercions pour cette initiative et vous encourageons aussi à aller de l'avant. Je vous remercie. Merci M. Amadou Gangue qui est le coordonnateur régional de Action Aid au niveau de Tambacounda. En tout cas, très sincèrement, ça a été un plaisir. Revenez en tout cas quand vous voulez. Vous étiez sur votre radio préférée, la radio Gadek Betawe FM 88.5. À la cabine technique, M. Seydou Diop. À la présentation, M. Keba Kebe. Bon dimanche et prochainement. Merci.